Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac et j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Tous les 15 jours, je troque 1 heure de yoga contre 1 heure à poser des questions à des gens passionnés et passionnants. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le charismatique Mathieu Gallet. Patron de l'INA à 33 ans, de Radio France 4 ans plus tard, Mathieu est aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler un start-upper. Après un départ précipité de Radio France, un passage éclair chez Pôle emploi, il a lancé récemment Magellan, une application de podcast dont la sortie a généré beaucoup d'échos et un petit peu de bruit. Pour sa première interview podcast, justement, Mathieu a choisi Ça reste entre nous. Salut Mathieu. Bonjour. Tu es partout. En ce moment, il y a énormément d'actualités pour toi. Quel plateau de télé ou quelle radio tu n'as pas fait là ces dernières semaines? Est-ce que tu peux en trouver une? J'ai jamais fait de podcast. C'est la première fois que je fais un podcast avec toi. Donc c'est une grande première. La première fois que tu fais un podcast tout court ou ouais. La première fois que je fais un podcast tout court. Bah je suis ravi. Merci. Donc, comme je disais, énorme actualité, mais avant de parler de Magellan, de l'audio, de ce lancement incroyable, je voudrais qu'on revienne sur toi, qu'on parle de toi. C'est un peu le principe de Ça reste entre nous, de comprendre ce qu'on fait en se décrivant, en parlant de notre parcours. Parle-moi du Lot-et-Garonne. Est-ce que tu retournes encore régulièrement? Est-ce que tu as gardé des attaches? Alors, j'ai des attaches puisque mes parents et ma sœur y vivent encore. J'y retourne 3 fois par an environ, donc c'est pas très régulier non plus. On se retrouve plutôt en famille sur le bassin d'Arcachon avec mes parents. Et voilà, le Lot-et-Garonne, je reste toujours très attaché parce qu'au fond, quand j'y vais, même rarement, je me sens tout de suite chez moi. En fait, globalement, le Sud-Ouest, je me sens chez moi. Que ce soit au Pays Basque, que ce soit sur le bassin d'Arcachon, à Bordeaux, le Lot-et-Garonne, voilà, c'est vraiment chez moi. Du coup, c'est là où tu passes ton enfance. Mm-hmm. Enfance heureuse, enfance dans un village. Enfance heureuse dans un village, puisque mon village qui s'appelle Montflanquin, il y a 2500 habitants, c'est une bastide du XIIe siècle, classée un des plus beaux villages de France. Donc c'est un peu la carte postale. Et moi j'y reste jusqu'à mon collège. Avant de partir au lycée à Villeneuve-sur-Lot, qui est à 8 km de la maison. Ok. Avant de partir au lycée, t'es un bon élève. Tu t'exprimes à la fois en classe, dans le sport, j'imagine aussi un peu. Je suis un bon élève, assez tranquille en fait. Je pense que j'ai une adolescence qui est plutôt paisible, sage. Assez sage. Ma sœur qui passait derrière à montrer à mes parents, voilà, parce que c'était vraiment d'avoir un ado, une ado. Donc non, oui, avec du sport. Je suis pas un grand sportif, mais en fait j'en ai toujours fait. Je me rends compte que le judo que j'ai pratiqué jusqu'à la ceinture marron, et après effectivement j'ai fait peu de sport collectif, un peu de rugby forcément, puisque c'est quand même c'est un des éléments très clés du Sud-Ouest. Mais effectivement j'ai fait du judo assez longtemps, après du badminton, voilà, plutôt des sports de compétition. Ok. Et donc ce départ au lycée, un peu dépaysement ou non? En fait, ça, tu gardes pas trop. C'est la suite et en même temps c'est des nouveaux copains, des nouvelles copines. J'étais bien content de partir au lycée parce que bon, le collège à un moment t'en as marre. En même temps j'étais bien content de partir du lycée aussi. J'ai une certaine capacité à m'ennuyer vite, donc voilà, faut que ça change. Ok. Et du coup, si l'école parfois ne suffisait pas à assouvir ta curiosité, tu le faisais comment? Tu lisais, tu écoutais? Ouais, j'étais lecteur tardif. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire vers 13-14 ans. Avant, je ne lisais que Tintin. Okay. Donc je connaissais les Tintins. C'est déjà un bon début. Par cœur. Oui, c'était un peu c'était le désespoir de ma mère qui elle est une grosse lectrice de ne pas me voir lire de littérature classique. Donc là, je pense que à 14 ans, je me rappelle très bien, c'était les vacances de Pâques. J'étais chez mes grands-parents qui avaient une maison sur le lac de Cazaux, donc en Gironde, et j'étais allé acheter à la librairie Le Rouge et le Noir en me disant bon, quand même, il faut quand même s'attaquer aux classiques. Et donc j'ai commencé Le Rouge et le Noir ces vacances de Pâques là.
Et ça a créé un déclic sur tout. Alors, non, pas forcément le rouge et le noir. Pas forcément le rouge et le noir, mais clairement un déclic, si quand même de la lecture, de la littérature française, et après beaucoup de littérature étrangère aussi, notamment italienne. Et après, ça m'a pas quitté. Moi, j'ai pris l'habitude quand j'étais au lycée de me coucher tard parce que je lisais jusque tard. Et du coup, quand tu fermes ces livres-là et que tu t'endors à cette époque-là, tu te prédestines à quoi? Est-ce que t'as réfléchi quelque chose ou pas? Non, pas du tout. Alors, j'ai changé 25 fois d'avis sur ce que je voulais faire. J'ai jamais eu une idée particulière de me dire je voudrais être chirurgien ou je voudrais être pompier ou je voudrais être je ne sais quoi. Donc, j'avoue que je me suis vraiment laissé porter par les rencontres, par les profs aussi, parce que je pense que les profs c'est très important dans la structuration des enfants. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de français, d'histoire, de philo qui m'ont marqué et qui ont été probablement assez déterminants dans mes choix futurs. Ok. Études supérieures, pareil, enfance et adolescence sage, études supérieures aussi qui suivent leurs cours. Assez sage, puisque je pars commencer une hypocagne. En même temps, je veux tenter Sciences Po, donc je prépare le concours de Sciences Po Bordeaux parce que c'est à côté de la maison. Et je me dis bon, après une année d'hypocagne, je passerai Paris et Bordeaux. Et puis au bout de 3 semaines d'hypocagne, j'ai les résultats de Sciences Po Bordeaux et je suis pris. Et donc en fait, j'hésite pas à y aller puisque je pense que l'hypocagne c'était pas vraiment pour moi. Pourquoi? Par rapport au rythme, par rapport au style d'apprentissage très scolaire, très voilà, vous avez voilà, en préparant le concours, donc vous êtes là pour lire pour dans 15 jours tant de livres, enfin à 18 ans, j'étais assez mature pour savoir ce que j'avais à faire et m'organiser et j'avoue que la prépa était une sorte de collège, lycée en plus intense et ça me correspondait pas du tout dans ma façon de travailler. Et pour le coup, j'étais beaucoup plus heureux à Sciences Po où tu as beaucoup plus de liberté de travail personnel. Beaucoup plus ouvert. Ouais. Et encore plus heureux l'année où je suis parti en Angleterre à Warwick, où là vraiment tu vois le mode de fonctionnement du système anglais et américain aussi, où tu as beaucoup moins d'heures de cours, beaucoup moins de grands amphis, mais beaucoup plus de travail avec le prof. C'est vrai qu'en plus à Warwick t'es sur un campus au milieu de la campagne, donc tu peux voir vraiment les profs comme on les voit pas du tout dans nos écoles en France. C'est vraiment du travail de préparation en bibliothèque. C'est la première fois je pense que j'allais dans une bibliothèque universitaire pour bosser et pas pour papoter. Tu as vraiment du travail en groupe et ça j'ai beaucoup aimé cette façon d'apprendre. Du coup, tu termines tes études avec un DEA, c'est ça? D'économie à Paris 1, oui. Ouais. Et tu rentres tout de suite dans le secteur privé, en fait? Alors oui, j'avais même pas terminé mes études que j'ai commencé à travailler chez Erato, qui est un label de musique classique qui appartient à Warner, où j'ai fait un CDD en remplacement d'un congé maternité en parallèle de mon année de DEA. Et puis finalement à l'issue il y avait pas de poste pour moi, donc j'ai pas pu y rester et je suis parti travailler chez Pathé, donc dans le cinéma, un peu comme ça par hasard, mais donc assez jeune. Ouais. Chez Erato, tu fais quoi? Alors ça dure pas longtemps, mais... ça dure quand même 9 mois. Je m'occupe du marketing et de la promotion internationale des artistes. D'accord. Voilà, comme adjoint du directeur. Et c'est un poste auquel j'ai beaucoup appris parce que c'était très, à la fois c'était de la stratégie, mais c'était effectivement après vraiment du travail très manuel. Voilà, sur réaliser des press kits, savoir écrire. Très opérationnel. Très opérationnel, savoir écrire un communiqué de presse, des choses comme ça. Et c'était plutôt une
très formateur. Après, j'ai fait plutôt des postes financiers, soit chez Pathé ou chez Canal. J'avoue que c'était pas ma passion. J'avais pas un rêve secret de devenir le DAF d'une grande boîte à la suite, mais c'était plus un calcul de me dire c'est bien de savoir compter, de savoir déchiffrer les tableurs Excel, de savoir faire un budget, lire un compte de résultats, ça sera toujours utile. Et puis c'était chez Canal, qui est une entreprise qui forcément, même si quand j'y suis rentré, était déjà en difficulté, une entreprise où tu pouvais te projeter dans l'avenir. C'est en quelle année ? En 2001. 2001. Donc j'ai vécu la dernière année des grandes années Vivendi Universal, avec la chute d'abord de Pierre Lescure, puis de Jean-Marie Messier lui-même. Donc quand tu as 23 ans et que tu vis effectivement en accéléré une très grande boîte internationale qui tout d'un coup se révèle être un géant au pied d'argile, comme dit la formule, c'est très déstabilisant. C'est la fin de la bulle, la première bulle Internet, et tout d'un coup, il faut revenir aux basiques. Comment du coup s'opère le changement le passage entre privé et public? Autant il y a beaucoup de gens qui suivent un parcours classique et qui commencent par rendre un peu des années au public et passent par le privé. Autant ton parcours est un peu atypique dans ce sens-là. Comment ça s'opère? C'est vrai que généralement c'est plutôt des énarques qui ensuite partent travailler dans le privé. Moi ça s'est fait assez naturellement, puisque on m'a proposé en fait de devenir le conseiller du ministre de l'Industrie en 2006, qui cherchait un conseiller pour les nouvelles technologies et pour les contenus. Donc c'était intéressant que le ministre de Bercy cherche quelqu'un, des contenus qui viennent des contenus et non pas des tuyaux, ce qui était plutôt la tradition de prendre des gens qui venaient des télécoms. Et je me suis très bien entendu avec François Loos, qui était ce ministre, et c'est comme ça que je suis parti en fait dans le public. Ok. Et tu découvres du coup c'est un vrai changement de monde, c'est complètement différent, que ça soit en termes de rythme, en termes de travail, en termes de responsabilité. C'est très différent parce que tu travailles pour la puissance publique, donc les décisions que tu recommandes, elles ont un impact qui dépasse le cadre d'un intérêt particulier. Donc tu travailles sur du long terme aussi. Moi, je travaillais à cette époque-là sur le passage à la TNT, donc le basculement vraiment dans l'ère digitale, la question des offres triple play à l'époque, qui posait beaucoup de questions sur les répartitions de recettes, sur les questions de TVA, de fiscalité. Donc c'était vraiment très intéressant justement de travailler pour des raisons qui dépassent les intérêts particuliers. Après, le rythme à Bercy, il est intense, mais tu as une administration qui est de très grande qualité. Et quand tu viens du privé, je pense que c'est probablement le ministère qui est le plus à même de t'accueillir, où tu retrouves quand même une rapidité d'exécution, des moyens qui sont proches de ceux qu'on peut trouver dans un grand groupe privé. Et dans d'autres ministères, c'est parfois un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas, ouais. Après, à au ministère de la Culture, t'as une administration qui est plus petite, qui a pas le même staffing, et où le rapport entre ce qui est sur le marché et la façon dont tu aides à réguler le marché et ce qui est du domaine de l'intervention publique est probablement plus récente, parce que c'est le ministère des Industries culturelles, mais t'as le CNC qui est déjà une sorte de ministère dans le ministère. Et puis il y avait la construction justement de cette approche par les industries culturelles, avec une réforme pour créer une direction justement qui soit des médias et des industries culturelles, où le ministère pense tout d'un coup dans l'organisation d'un marché, en donnant des règles, en ayant aussi un input sur les politiques publiques, par la fiscalité, par aussi le soutien aux opérateurs, et tout ça, c'est aussi des sujets très très intéressants, et qui finalement me rapprochaient aussi de ce que j'avais fait dans le privé en tant que praticien précédemment. Combien de temps tu travailles au ministère de la Culture ? 3 ans, 2 ans avec Christine Albanel comme conseiller pour les médias, et puis 1 année avec Frédéric Mitterrand comme directeur adjoint de cabinet. Okay. Et sur ces 3 ans,
est-ce que toi personnellement tu sens que tu changes de j'allais dire c'est pas de statut mais de dimension, c'est-à-dire que comment tu passes de ces passages dans les ministères qui font que tu vas finir par prendre la direction de l'INA qui est une belle maison. Donc comment est-ce que tu sens un changement de dimension de par ton action en tant que conseiller, de par est-ce qu'il y a des éléments concrets sur lesquels tu as travaillé qui te font dire ça y est, là, ma carrière est en train de prendre, j'ai aidé à réaliser ça. Alors oui, il y a certainement une prise de conscience que je suis capable de faire autre chose, et moi j'avais très envie justement d'une expérience opérationnelle et de plus être dans des fonctions support ou des fonctions de conseiller, même si j'ai toujours ces années où j'étais conseiller considéré que les conseillers doivent rester dans l'ombre, et je me suis toujours méfié des conseillers qui voulaient prendre la lumière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment où je rencontre beaucoup de monde dans le secteur. Il y a une grande réforme avec la réforme de 2008-2009 qui vise à supprimer la publicité en soirée France Télévisions, à créer l'entreprise unique France Télévisions, à transposer un certain nombre de règles européennes. Et donc c'est vrai que ça me fait rencontrer tous les acteurs du secteur, ça me fait avoir une vision assez globale de ce secteur. Et quand la direction de l'INA est libre, puisque Emmanuel Hogg, qui était le directeur depuis 9 ans, le président depuis 9 ans, part à l'agence France Presse, j'ai un peu l'outrecuidance de proposer ma candidature au ministre, parce que je m'en sens capable aussi, et parce que l'INA est un organisme particulier qui a à la fois des missions de service public avec le dépôt légal de l'audiovisuel et de l'internet, avec la préservation des archives et donc de la mémoire audiovisuelle du pays, mais qui a aussi une activité commerciale dans la valorisation de ces contenus, de ces archives, dans aussi cette activité de production. Et puis la dernière activité qui est moins connue, qui est celle de la formation, puisque c'est un grand centre de formation professionnelle à tous les métiers de l'image et du son, et aujourd'hui du numérique, et que donc en fait on a les deux aspects à la fois commerciaux, donc on est sur une activité marchande, concurrentielle, et de l'autre des missions de service public. Et finalement ça correspond à ce que j'ai fait dans ma carrière, où à ce moment-là j'ai passé à peu près la moitié de ma carrière entre le privé et le public. Et donc là, je me retrouve avec un objet qui correspond aux deux. Et c'est aussi l'envie que j'ai de me dire, ben voilà, j'ai analysé qu'il y avait des points de difficulté, de faiblesse sur la partie commerciale de l'INA. On me l'a beaucoup reproché au début en disant, mais en fait, il vient du privé, il y a que ça qui l'intéresse, mais aussi de valorisation du fond, et qui fait que l'entreprise s'en retrouve bien mieux. Et un peu ADN commun à toutes ces étapes, c'est un sujet d'évolution et de transformation des groupes dans lesquels tu as, enfin des maisons. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ce travail de transformation. L'INA avait ouvert en 2006 ses archives au grand public avec le site ina.fr. Et quand j'arrive en 2010, je dis aux équipes, mais aujourd'hui ça suffit plus de dire on est disponible. Encore faut-il qu'on trouve, qu'on soit visible. Voilà, que l'utilisateur, le public trouve ce contenu. Et pour pouvoir le trouver, il va falloir l'exposer différemment. Il va falloir lui faire rencontrer son public. Et c'est comme ça qu'on a négocier avec YouTube pour être les premiers à avoir des chaînes sur YouTube dès le début de l'année 2012, qui a permis à l'INA de toucher vraiment un nouveau public, plus jeune, plus divers, et je pense pour YouTube aussi d'avoir une audience qui soit différente, qui soit plus diverse. Est-ce que tu souffres à l'époque de ton âge? Tu deviens patron de l'INA à 33 ans. Est-ce qu'il y a un côté, est-ce qu'il y a pas ce côté, j'ai une réaction peut-être très premier degré, mais est-ce qu'il y a pas un côté des vieilles maisons, et du coup, qu'est-ce qui vient faire ce jeune-là à nous diriger? Alors, il y a un peu de surprise par rapport à mon âge, c'est vrai au début. Après, je pense que les gens s'y sont faits, et ce qui avait convaincu aussi Frédéric Mitterrand de proposer ma nomination, c'était justement de dire, ben voilà, prenons un jeune qui
maîtrise, en tout cas tend à maîtriser les sujets de transformation digitale pour l'entreprise, l'institut qui s'occupe de la mémoire, justement, et comment on préserve cette mémoire et comment on la transmet. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'avais préparé ma candidature. Après l'INA, Radio France. Donc une maison encore plus grande, plus ronde, qui avait besoin d'être vraiment transformée. Je pense que c'est ça qui m'avait, décidé. C'est encore une fois ce côté transformation, évolution. C'est deux choses. Un, je suis un auditeur fidèle de Radio France et particulièrement de France Inter, et donc voilà, j'avais un attachement, vrai affect à la marque. Voilà, à la marque et à ce qui s'y fait. Et deux, j'avais vu dans mes différents contacts avec Radio France que la maison avait un très grand potentiel, mais qu'elle était probablement, comme m'a dit le président du CSA de l'époque, sous-administrée, ce qui était une façon assez élégante de dire qu'en fait elle n'était pas très gérée, ou en tout cas on ne l'avait pas projetée dans son avenir, et que voilà, c'était le moment de le faire, et que c'était vraiment dommage de ne pas le faire puisque la maison a de vraies ressources. Et donc quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai découvert une maison qui était un peu endormie, très silotée comme on dit, alors mais vraiment très très silotée, et qu'il a fallu en fait ouvrir des silotés, ouvrir la maison sur l'extérieur, notamment le bâtiment. C'était une des volontés de pouvoir dire c'est un bâtiment qui vit, l'État consacre 500 millions d'euros à le restaurer, donc c'est pas seulement pour refaire les bureaux et les studios, c'est pour en faire un lieu de vie, un lieu ouvert sur la ville et sur les publics. C'était l'ouverture d'un auditorium, d'une très belle salle de concert. Moi, je suis mélomane, c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie d'aller à Radio France avec ces deux orchestres, le chœur, une programmation à créer. Et tout ça avait été fait sans se dire que c'est pas parce qu'on ouvre une salle de concert que ça suffit à la remplir. Donc il n'y avait pas de marketing, par exemple. On a créé en 2014 une direction du marketing qui n'existait pas à Radio France. On était vraiment dans la logique qu'on est un média de l'offre et on vous donne ce que vous allez entendre, ou vous devez entendre, mais sans se préoccuper du public et de se dire en fait c'est le public on doit penser en permanence pour et par le public, et c'est lui qui doit nous guider. C'est un mode de réflexion très digital, ça. C'est-à-dire de répondre à des besoins plutôt que d'imposer une offre. Exactement. Et ça, c'est du coup c'est tout ce que tu apportes de tes expériences précédentes. Pour autant, j'imagine que on l'a vu, il y a eu de longues grèves et tout ça, c'est pas simple, c'est un passage qui est challengeant aussi, je pense. C'est un passage qui est compliqué pour l'entreprise, probablement que j'ai ma part de responsabilité aussi dans la mise en œuvre des réformes de façon un peu bille en tête, avec en plus un peu de naïveté par rapport au soutien de l'actionnaire qui au début te dit il faut y aller, il faut transformer, et puis le jour où on rentre dans le dur, tu te retournes et il y a un peu personne derrière toi, voire il y a des couteaux qui sont prêts à être lancés comme dans les 7 boules de cristal, pour reparler de cette scène de Tintin. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a ce moment de cristallisation qui est aussi un moment qui va permettre à l'entreprise de prendre conscience que le monde autour change, tourne vite, et que l'entreprise a des vrais atouts, mais elle a aussi des énormes défis à relever, que si elle ne se transforme pas profondément, elle subira ces défis, et que la puissance publique ne sera pas toujours là pour remettre au pot, et que l'éternité n'est pas la seule limite qui s'impose à l'entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est difficile, qui est humainement pour moi pénible, hein. Les 29 jours de grève, c'est très éprouvant. Et tu dis, tu es seul à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours j'ai mon équipe, voilà, et ça c'est très important. Mais tu as plus de soutien. Mais le soutien externe, le soutien de l'actionnaire est parti, et voir l'actionnaire est devenu hostile, parce qu'à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le sombrero de cette grève, et c'est soit c'est le dirigeant, soit c'est l'actionnaire, et donc il y a un rapport de force qui s'installe. Ce qui m'a protégé, c'est que le CSA
qui m'a nommé un an avant. C'est difficile pour lui de se dédire en si peu de temps. J'ai été élu à l'unanimité du CSA, et donc en fait moi je m'appuie sur ce rapport de force pour effectivement rester et continuer tenir le cap, alors que clairement l'actionnaire a décidé de me virer. Au final, tu restes, l'aventure continue encore quelques années. L'aventure continue 3 ans, et le travail de transformation porte ses fruits. Ouais. Donc je crois que aujourd'hui, les équipes me l'ont témoigné, l'ont même témoigné publiquement du fait que voilà, il y a des bons résultats. J'ai laissé la maison dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé, et pour moi c'était important. La fin et le départ est non sollicité. Il se termine un an avant la date prévue, mais mission accomplished. Ok. Sur justement cette fin, c'est assez marrant, c'est que on sent que tu as tissé une relation très forte avec toutes les équipes de Radio France in fine, et on sent que cette révocation, finalement, tu as des soutiens au sein de Radio France, au sein des gens qui prennent l'antenne. Est-ce que tu peux revenir sur cette révocation? Comment toi justement tu le vis, alors que tu sais que mission accomplished, que même les équipes le voient. Qu'est-ce que c'est difficile à vivre humainement, j'imagine. Comment tu... C'est violent parce que c'est l'issue d'un procès donc qui date des années de l'INA concernant donc des marchés publics qui auraient été passés sans respecter les procédures d'appel d'offres. Donc effectivement, il y a déjà le procès à passer, qui est un moment dur parce que ça dure quasiment 12 heures et on termine au milieu de la nuit avec une plaidoirie de mes avocats qui se fait à 1h du matin. Donc déjà tu te dis la justice est rendue dans des conditions qui sont pas très sereines, et puis donc on attend le délibéré, puis la décision tombe, qui est lourde, 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, et donc à ce moment-là, moi je sais que forcément ça va créer de l'émotion. Les premières réactions sont très mesurées, dans le sens où ça ne concerne pas Radio France, ça concerne l'INA. Par ailleurs, je fais immédiatement appel. Les réactions politiques sont plutôt mesurées le premier jour, et puis le lendemain, la ministre de la Culture change complètement de posture et considère que voilà, une condamnation pour un dirigeant d'entreprise publique ne lui permet pas, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, ne lui permet pas de rester en poste au nom de l'exemplarité. Et donc, bon, je me doute que la nuit lui a apporté conseil pour rien que la nuit. Oui, rien que la nuit et toute la nuit pour changer. Et donc à ce moment-là, je comprends que le CSA va être obligé de lancer une procédure, en tout cas d'ouvrir un dossier pour voir si les conditions de révocation ou pas sont remplies. C'est vrai que la maison est en soutien, les syndicats écrivent tous, contribuent tous à l'enquête du CSA. Et puis au fond tu comprends que de toute façon c'est une volonté politique pour des raisons qu'à la limite je suis prêt à comprendre, de se dire voilà, les dirigeants publics doivent être absolument irréprochables, et donc oui, il y a la présomption d'innocence, mais quand même, mais moi je dis, démissionner ce serait reconnaître ma faute, et je la conteste en justice. C'est bien pour ça que je fais appel, donc il n'est pas question que je démissionne, et donc voilà, il faut aller au bout de la logique. Le CSA va jusqu'au bout de la logique, me révoque à la fin du mois de janvier 2018. J'ai 1 mois effectivement pour partir. C'est vrai que c'est très violent parce que c'est une aventure humaine
qui se termine avec l'équipe que j'avais constituée. Je pars passer 3-4 jours à Arcachon, je vois ma famille, je vois mon entourage proche, et puis finalement je digère le coup de poing dans le ventre, et quand je reviens le lundi suivant et que je réunis toutes les équipes, voilà, j'ai eu cette formule qui m'est venue comme ça, j'ai soigné ma tristesse pendant ces 4 jours, et aujourd'hui voilà, je suis prêt à regarder devant pour l'entreprise, et l'entreprise elle a des fondamentaux qui sont aujourd'hui solides, elle a une équipe qui est solide, moi je vais faire autre chose, et ce qui est certain c'est que l'entreprise aujourd'hui elle va mieux et elle est forte, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison d'être triste. Et quand je regarde un peu plus d'1 an après, je me dis finalement, j'aurais jamais eu l'aventure qui est aujourd'hui celle de Magellan si je n'avais pas eu ce moment violent, difficile, dur, injuste de mon point de vue, mais qui finalement vous pousse à vous réinventer plutôt que prévu, et probablement que si j'étais allé à la fin de mon mandat, j'aurais été candidat à un 2e mandat, et que j'aurais fait, j'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. J'ai lu dans un papier, alors une description de toi allant au Pôle emploi dans la foulée. Comment ça se passe les premiers mois avant de construire, enfin les premiers, parce que finalement il y a très peu de temps entre ton départ de Radio France et l'idée de Magellan. Tu sais à peu près, parce que c'est tellement rapide et violent, tu peux pas déterminer ce que tu vas faire. Non, alors je sais pas ce que je vais faire. J'ai reçu énormément de messages, même plus que quand j'ai été nommé à Radio France, comme quoi la nature humaine n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit, parce que je pense que beaucoup de gens ont été aussi choqués de la façon dont ça s'est passé. C'est aussi la reconnaissance du travail qui a été fait. Je m'inscris à Pôle emploi puisque je suis obligé de le faire pour pouvoir bénéficier de l'assurance de perte d'emploi des dirigeants, puisqu'en tant que mandataire social, tu n'as pas droit au chômage puisque tu n'es pas salarié. Et c'est vrai que quand je suis dans l'agence qui est là dans le 2e arrondissement, pas très loin de chez moi, il y a des gens qui me reconnaissent dans la queue, qui viennent me parler, et un monsieur qui me dit moi ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens comme vous aussi à qui ça arrive, et en fait le monsieur dit ça me donne du courage. Parce que je vous vois vous là-dedans, et c'est courageux de venir, et donc ça me touche vraiment. Et quand effectivement la conseillère pour l'emploi me demande quel est votre métier, je lui dis dirigeant d'entreprise, et qu'elle relève la tête, elle me dit mais oui c'est vous Radio France. Voilà, donc c'est très décalé évidemment, mais c'est un moment aussi où tu te rends compte que c'est pas que tu te rends compte, ça te confirme l'idée que rien n'est acquis dans la vie, et ça j'ai toujours eu cet état d'esprit, et que tu peux aller très vite, très fort, très haut, mais que rien n'est garanti. Alors c'est peut-être garanti pour certaines personnes qui sont protégées par leur statut, mais je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est en perte de vitesse, et je crois que même le président de la République a décidé que ces choses-là devaient être réformées. Mais sinon dans la vie globale de la plupart des Français, rien n'est acquis, et donc il faut toujours l'avoir en tête. Et donc en fait le passage du grand patron d'entreprise, les secrétaires, la voiture, le chauffeur et tout, à un monsieur de 40 ans qui est 41 ans qui reprend le métro comme tout le monde. Alors moi il se trouve que je l'ai toujours pris, donc ça m'a pas choqué non plus de reprendre le métro. Alors je pense que pour certaines personnes, quand tu passes effectivement de certains statuts à un autre, ça peut être un retour sur terre assez violent. Moi j'ai toujours essayé de ne pas m'habituer à ce qui m'est arrivé. J'ai eu de la chance, même si je l'ai forcé cette chance, en étant jeune, en étant dans des responsabilités, dans des postes exposés aussi, mais j'ai toujours eu en fait cette volonté de garder les pieds sur terre au maximum. Et on en revient effectivement au Lot-et-Garonne, à ma famille et tout. C'est très important pour moi de pas se retrouver enfermé dans la bulle parisienne dans laquelle on peut très vite se laisser enfermer. Tu reviens que 3 fois par an dans le Lot-et-Garonne, à part si ça va pas bien, et tu sais où retrouver. Oui, je sais où sont mes racines, je sais d'où je viens, et le fait de revenir même 3 fois par an dans le Lot-et-Garonne, ou plus souvent maintenant Arcachon, de faire mes
courses dans les supermarchés, de voir les centres-villes, le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot qui se vide de ses habitants, de ses commerces, donc cette paupérisation, cette France qui tombe. Je dis pas que j'avais vu venir le mouvement des Gilets jaunes, je pense comme beaucoup, mais en tout cas tu sens quand même, moi je le sens, une vraie rupture dans le pays entre ce qu'on peut vivre dans une grande ville comme Paris ou dans les grandes métropoles en région et le reste du pays qui se retrouve loin des centres de décision, loin des grands axes de communication du rail, de l'autoroute, des aéroports. Je suis d'accord, mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'on caricature souvent le podcast comme un truc de Parisien. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, ça l'est, et c'est l'enjeu et l'ambition de Magellan, c'est d'en faire un vrai de passer le média mainstream, un média de masse. Ouais. Dans l'offre aussi, tu penses que c'est aujourd'hui il y a, au-delà de la plateforme que vous avez créée, de l'outil, est-ce que tu penses que ça passe aussi par des formats à proposer nouveaux, des thématiques nouvelles qui vont être cherchées? C'est effectivement des formats, des thématiques, ce sont des marques, quand je dis des marques, ça peut être effectivement un Plus belle la vie comme le Parisien, donc des marqueurs populaires qui permettent aussi de pouvoir se dire, ben voilà, il y a un public qui va s'élargir, c'est la distribution évidemment, et nous on est là pour ça, on va en reparler, mais je crois profondément que ça vient d'abord des contenus, de la façon dont on les produit, la façon dont ils sont incarnés aussi, pour que un nouveau public se retrouve dans ce média. En fait, du coup, t'as eu cette période de petite transition. Alors, tu vas me raconter comment se passe la rencontre avec Arthur et comment se passe le début de Magellan, mais moi j'ai trouvé en bossant justement sur ton parcours que c'était d'une limpidité et d'une simplicité évidente en fait. C'est-à-dire que quand on regarde même les boîtes privées dans lesquelles tu as travaillé, que ce soit de la musique, après des boîtes de production, que ce soit cinéma, télé, t'as tout, et ensuite travailler dans le ministère de la Culture, ensuite l'INA, Radio France. Il y a à la fois le savoir-faire de production, la voix, la musique, les archives, tout ce qui constitue le podcast aujourd'hui. Ça semble presque, tu sais, la fin d'une addition, quoi. Alors, c'est vrai que quand on le regarde à froid, c'est très logique. Le parcours, pour le coup, était vraiment pas c'était pas décidé, programmé comme ça. Mais c'est vrai que si on arrive aujourd'hui à Magellan, c'est tout sauf un hasard. C'est la suite de ce que j'ai fait. Mais différemment, en mode entrepreneuriat, par rapport à ce que j'ai fait avant en termes de création, de transformation, avec un pied dans la production, parce que je crois que le contenu est absolument clé, et bien sûr la technologie est aussi un élément de transformation qui doit être pour moi au service du contenu, et derrière au service de l'utilisateur, du public. Donc oui, ça s'est fait très naturellement en rencontrant les uns les autres dans les semaines qui ont suivi mon départ de Radio France, notamment Jean-David Blanc, qui est donc cofondateur de Molotov. Au fond, je me suis dit, mais est-ce qu'on fait ce que Molotov fait pour la télé? On a le même besoin pour l'audio. Moi, j'avais bien constaté à Radio France que on produisait énormément de contenu, mais qui passait à côté largement de leur public parce que il y avait un phénomène de stock qui était incroyable et qu'on n'arrivait pas à trouver facilement tous ces contenus, que donc il n'y avait pas de longue traîne, qu'il y avait beaucoup de déperdition. Et donc c'est là où ça, plus le fait que les usages aujourd'hui tendent à la personnalisation, à faciliter la découverte, il nous manquait ça dans l'audio. Et puis par voilà les différents contacts que j'ai pu avoir, je suis parti aux États-Unis, en Californie, j'ai vu des acteurs du podcast et des fonds d'investissement aussi au mois d'avril 2018, et quand je suis rentré en France, je me suis dit mais oui, c'est ça qu'il faut. Pardon, mais qui tu vois aux États-Unis? Les gens de Stitcher, notamment, qui m'a inspiré par rapport à ce double modèle de l'agrégateur et du producteur avec un modèle freemium gratuit, payant.
Et donc quand je reviens, je me dis voilà, c'est ça que je veux faire parce que ça manque. En fait, ça manquait quand j'étais à Radio France d'avoir cette possibilité d'avoir une plateforme où tu peux tout retrouver facilement et où par ailleurs tu vas pouvoir développer du contenu, de la création supplémentaire grâce à un paiement, grâce à un modèle d'abonnement. Et un de mes amis investisseurs me dit mais écoute, ton idée est formidable, mais j'aimerais te présenter quelqu'un qui je pense peut t'aider pour la réaliser. Et ce quelqu'un, c'est Arthur Perticos, donc qui est devenu mon associé. On s'est rencontrés au mois de mai l'année dernière. On devait passer 1 heure ensemble. Lui avait conseillé pas mal d'entreprises dans leur transformation digitale ou leur levée de fonds après son aventure chez Wind qu'il avait cofondé. Et en fait, on devait passer 1 heure, on en passe 3 ensemble. Et l'après-midi, il m'envoie un grand mail pour me dire, écoute, je pense que le projet est passionnant et si ça t'intéresse, voilà, moi ça m'intéresse de m'associer à toi sur ce projet. Donc ça s'est vraiment fait très naturellement. On a commencé à faire notre levée de fonds fin du mois de juin. Arthur est très très bon dans les decks, donc moi j'avoue je suis nul en PowerPoint, c'est vraiment un phénomène je pense de génération, et donc il a vraiment su très bien valoriser le projet, le potentiel. On a commencé à voir des investisseurs à ce moment-là, des fonds d'investissement aussi au cours de l'été. Au retour des vacances, on a revu l'équipe d'Idée Invest qu'on avait vu juste avant les vacances, et puis finalement ça s'est fait avec Idée Invest très facilement, avec nos business angels, une douzaine de business angels. On a terminé la levée de fonds en novembre, on a pu recruter notre premier collaborateur, notre directeur technique Ludovic le 1er décembre, et puis l'aventure est partie. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moi qui suis producteur de podcasts, je peux te le confirmer, il y a beaucoup d'applications, de plateformes, et c'est un vrai sujet de savoir comment va se terminer. Il va y avoir un mouvement de consolidation, c'est-à-dire que c'est impossible qu'on soit nous producteurs obligés de diffuser via nos flux RSS sur autant de plateformes. Il y a un côté non-sens. Avec des audiences en plus qui sont complètement éclatées. Exactement. Et en fait, c'est un vrai sujet. Comment à un moment, parce que moi je pense que qu'il y ait plusieurs plateformes, il y en aura moins à l'avenir, mais le vrai sujet, c'est comment tu arrives à avoir une lecture facile de tes audiences que tu vas pouvoir valoriser à la fois pour la monétiser, si tu souhaites la monétiser dans un modèle gratuit, ou effectivement la valoriser dans le sens de ta production. En fait, comment tu vas utiliser tes données d'audience pour te permettre d'avancer plus loin dans ta production, de la diversifier, enfin comment les datas sont un élément. Et ça, le fait que tout ça soit éclaté est un vrai sujet. Complètement d'accord avec toi sur cette partie d'in fine monétisation, hein, mais avant cette case-là, il y a même la première case de se dire aujourd'hui, quand tu es producteur d'audio, alors sur des marchés comme les marchés américains ou scandinaves, Apple est tellement important dans la part de voix que c'est un peu différent, mais sur un marché francophone, en tout cas, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, tu ne peux pas travailler ton contenu en fonction de la plateforme de destination parce qu'il n'y en a aucune qui a, ou même 3 ou 4 qui ont le dessus. Et du coup, c'est autant de travail passé avec chacune de ces applications à expliquer la qualité de ton contenu, pourquoi il est intéressant. Voilà. Donc, sur ce sujet-là, en quoi Magellan se différencie de toutes les autres applications de distribution de contenu, et en quoi elle va tirer son épingle du jeu par rapport à celle existante, et que ça soit en termes de positionnement par rapport au contenu, en termes de techno, voilà. C'est quoi la différence? Je vais essayer de répondre aux podcasteurs. D'abord, on va mettre en place au cours de l'été un back-office qui sera donc vraiment l'outil, le lieu où les créateurs pourront gérer leurs fichiers, pourront gérer leurs visuels, leurs métadonnées, pourront accéder à toutes leurs statistiques, puisqu'on a vraiment prévu d'être très très pointu sur les statistiques, donc vraiment de donner un outil qui sera à la main outils de pilotage à la main des créateurs. Et ça, on y croit vraiment fort pour faciliter la vie des podcasteurs.
Ensuite, la différence, j'ai envie de dire, pour nous, elle est pas tant sur le podcast que globalement sur le marché de l'audio narratif ou l'audio non musical, où on voit aujourd'hui, on a une offre de radio qui est importante en France, de direct, on a une offre de replay qui est importante, on a des podcasts dits natifs qui sont importants, avec des studios comme vous, avec des podcasteurs indépendants aussi, on a des nouveaux producteurs qui arrivent, qui viennent de la télé, qui viennent de la presse, qui sont des pure players. On a le livre audio, où pour le coup, en France, on est très en retard aussi sur ce marché-là. Donc en fait, on a un marché de l'audio narratif qui est beaucoup plus ouvert et où finalement, il n'y a pas une offre qui réunit tout ça. Et en fait, notre ambition, nous, elle est de se dire, il y a la musique d'un côté. Et il y a la voix. Et il y a la voix. Et il faut que pour la voix, pour les voix, on ait un seul lieu. Et on puisse faciliter au maximum le travail des créateurs pour valoriser leur contenu et pour donc trouver un public. Parce que si on veut créer un cercle vertueux dans ce domaine de l'audio narratif, il faut qu'il y ait plus d'utilisateurs, donc plus d'utilisateurs, plus de revenus, plus de moyens pour la création, donc plus de diversité, plus d'utilisateurs, et c'est comme ça qu'on arrive à créer ce cercle vertueux. Donc c'est pour ça qu'on est à la fois dans la tech pour pouvoir permettre de recommander, de pousser, qu'on éditorialise aussi, parce qu'on a besoin effectivement de l'humain, j'y crois beaucoup, pour effectivement faire découvrir, et que de l'autre côté, on propose nous un modèle de monétisation à côté du modèle gratuit financé par la publicité, qui est un modèle payant, avec un système d'abonnement illimité, où voilà, vous êtes produit ou coproduit par Magellan, ou vous êtes distribué par Magellan, dans le cadre d'un abonnement à 4,99€ illimité, ou dans le cadre d'un achat à l'acte. En fait, on était inspiré par deux choses. iTunes, avant que, alors ça peut paraître un peu ancien combattant au moment où Apple décide de supprimer iTunes, mais il faut pas oublier que la musique, d'abord, on a payé à l'acte avant d'arriver vers les offres de streaming illimitées. Donc là, on propose les deux entrées. Et puis, on est inspiré par ce qui se passe en Chine, parce que le marché du podcast en Chine est déjà un gros marché, qui est un marché payant, où là aussi les Chinois consomment à l'acte ou à l'abonnement. Et donc nous, vraiment, notre but, c'est d'aider les créateurs à pouvoir vivre de leur travail. Il y a ceux qui voudront continuer à être amateurs à côté, donc c'est vraiment un violon d'ingres à côté de leur activité principale. Et puis il y a tous ceux effectivement qui sont des nouveaux entrants, mais qui ont besoin à un moment effectivement de pouvoir vivre de ce métier. Sur cette partie-là, il y a quelques podcasteurs qui, justement, sur la partie payante que vous offrez, même si elle est très séparée sur l'app et que du coup on voit que c'est une offre différente, vous avez été un peu attaqué au lancement de l'app sur le fait d'avoir récupéré les flux RSS qui étaient publics de par leur nature de flux RSS, mais de les avoir intégrés alors que vous avez un volet payant. Est-ce que vous avez quelle a été votre réaction? Est-ce qu'il y a des choses qui vous allez changer des choses, ou est-ce que vous... Alors notre réaction, elle avait été déjà avant le lancement d'écrire à la grande majorité des créateurs pour leur présenter l'offre, leur expliquer la séparation entre le gratuit, agrégation, et le payant Magellan Plus. C'est vrai que quand il y a beaucoup de créateurs, en fait, on n'avait pas écrit à tout le monde, donc je pense qu'il y en a certains qui nous ont écrit pour dire moi je me retrouve référencé chez vous, j'étais pas en contact avec vous. Il y en a d'autres qui nous ont écrit qui disent moi je suis pas référencé chez vous, tiens voilà mes flux RSS et tout. Donc on a répondu à tout le monde, et on a une équipe en interne voilà qui est là pour répondre très vite. Ce qu'on a décidé, c'est que les créateurs qui nous demandaient de retirer les flux RSS, on les a retirés. Il y a une fonction qui permet de les ajouter pour un utilisateur. Alors c'est vrai que ça le remettait pour absolument toute la plateforme. Donc on a décidé effectivement que ça ne le remettait que pour l'utilisateur qui a choisi le player Magellan pour pouvoir écouter son podcast, mais que ça ne le remet pas automatiquement dans la base. Après, il y a un vrai travail de conviction, et on a dans notre équipe une Head of Community, Julia, qui est en charge justement de ce rapport avec les créateurs,
pour les convaincre de revenir, pour ceux qui ont voulu partir, parce que nous, on est foncièrement là pour mettre en avant la production, et j'ai envie de dire la nouvelle production. Pas tant le replay de la radio, qui part avec un avantage, parce que on a déjà des marques connues, on a une capacité de marketing qui est sans commune mesure avec les créateurs indépendants ou les studios, et que c'est vrai que nous, on va plutôt pousser cette nouvelle offre. Et donc voilà, j'espère que dans les mois, les semaines à venir, tout le monde va bien voir que il y a une vraie séparation entre le gratuit et le payant. D'ailleurs, ce qu'on fait dans Magellan Plus sur le payant ne ressemble absolument pas à ce qu'on a sur le gratuit, pour une raison simple, c'est qu'on va pas aller produire des contenus qui seraient payants chez nous alors qu'ils sont gratuits dans le format ailleurs. Les gens, ils sont pas bêtes, ils vont pas payer des choses qu'ils vont voir gratuitement. Donc on a fait un choix de contenu très écrit, avec des auteurs, avec de la narration. Par exemple, une rencontre comme la nôtre aujourd'hui, on ne va pas produire ce genre de format, puisqu'il y a déjà une offre tellement formidable en gratuit que ça sert à rien de le faire en payant. Donc on travaille avec une petite équipe, on a choisi de pas peu produire, mais du contenu très premium, très abouti, très écrit. Par exemple, au départ, on n'a pas de fiction parce qu'on n'a pas trouvé le programme, le projet coup de cœur qui nous emballait. Alors, on nous a proposé plein de choses à acheter à des prix absolument exorbitants. Donc là aussi, on n'a pas les poches pleines. Vous n'aviez pas levé tant d'argent que ça. Non, voilà, 4 millions, c'est pas non plus tant d'argent que ça, surtout quand on en met beaucoup sur la tech. Mais en revanche, là, on a trouvé des projets de fiction qu'on a aboutis, qui vont sortir pour la rentrée. Donc on fait vraiment un choix très éditorial, très affirmé, très assumé sur la partie Magellan Plus, qui est très challenging, parce que l'offre gratuite, elle est déjà tellement dense, tellement importante, qu'on a besoin vraiment de se différencier. Tu parlais tout à l'heure d'une offre globale audio narrative, donc qui inclut aussi le replay des radios. Est-ce qu'on va retrouver un jour les contenus de Radio France sur Magellan ? Alors on les a déjà, comme toutes les radios, puisque nous avons effectivement agrégé tous les flux RSS. C'est vrai qu'il y a un débat de la part de Radio France, parce qu'il y a un changement aussi de position de la direction de Radio France par rapport à sa stratégie de distribution. Et le futur lancement Pendant 4 ans, moi j'ai plaidé pour une hyper distribution pour pouvoir rendre accessible au plus grand nombre les contenus de Radio France, et notamment auprès des publics qui n'ont pas le réflexe radio et qui connaissent peu ou mal ces marques. Donc là, il y a un changement. N'ont plus du tout de radio chez eux. Ah bah les plus jeunes n'ont pas de radio et ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y a un vrai enjeu pour le renouvellement des publics, des radios historiques, pas que celle du service public. Donc voilà, il y a une discussion avec Radio France qui continue. Moi, ma position, elle est très claire. Je ne vois pas en quoi le service public de la radio française discriminerait des plateformes françaises par rapport à des plateformes internationales. Tu le disais tout à l'heure, il y a une 50aine d'agrégateurs de podcasts dans le monde qui reprennent tous les flux RSS de Radio France et des autres radios françaises. Et parce qu'on serait en France et parce qu'on connaît notre adresse en France, en fait, on serait discriminé par rapport aux autres. Je dis donc, quand les plus gros distributeurs ont accès gratuitement, sans contrepartie financière à ces contenus, pourquoi les plateformes françaises n'auraient pas accès à ces mêmes contenus qui sont des flux publics ? Si à un moment Radio France souhaite rapatrier l'intégralité de ces contenus sur sa seule plateforme, il faut changer de technologie. Enfin, nous, on le voit bien sur nos programmes Magellan, ils sont disponibles que chez Magellan, c'est pas des flux RSS publics, et on l'en maîtrise. Donc ce sera un choix. Moi, je trouve que c'est un choix qui, en tout cas, doit se réfléchir de la part du service public, qui, j'entends, craint de se faire désintermédier par les plateformes, mais quelle est, au fond, la vraie mission du service public ? Je pense que pourquoi est-ce qu'on finance le service public ? Il faut remonter peut-être d'un cran dans la réflexion et pas être seulement dans un aspect tactique par rapport à ce sujet. Mais si à un moment c'était leur décision, évidemment, il y aurait plus de flux RSS, donc on ne les reprendrait plus. Mais à partir du moment qu'il y a ces flux RSS qui sont publics, pourquoi est-ce que les plateformes françaises seraient discriminées par rapport à d'autres ? Très clair. Est-ce que aujourd'hui, tu peux me dire les podcasts que tu écoutes du coup ? Alors, ceux de ce matin,
Alors, j'ai écouté 2 épisodes de Code Source, dont je suis assez fan. Le format du Parisien. Le nouveau format du Parisien. J'aime bien ce que fait Arte Radio. Voilà, la dernière séquence vraiment est un très bon moment passé où je me suis retrouvé à me marrer tout seul en écoutant ça. J'écoutais des podcasts américains. J'en écoute un peu moins en ce moment parce que je pense que là, je vais faire un peu d'autopromo, mais grâce aux playlists qu'on a créées sur Magellan, j'ai découvert pas mal de contenu français. Donc j'avoue qu'en ce moment je suis moins sur les podcasts américains. J'aime bien The Intelligence, le podcast The Economist. Je trouve assez chouette et bien produit. Voilà. Et si tu devais en retenir un, pas que tu écoutes en ce moment, mais un format qui t'a marqué. Un qui m'a marqué. Il y a quelques mois, j'avais écouté Hors Limite, la série documentaire de Binge Audio sur Surya Bonali, et j'ai trouvé que c'était le type de format qui moi me plaît. C'est des épisodes assez courts, avec des cliffhangers, avec du sound design, avec des sons d'archives, avec du témoignage. J'ai bien aimé en fait, je suis très documentaire dans ma consommation vidéo. J'en regarde beaucoup et donc j'ai un peu un prisme aussi dans l'audio pour le documentaire. On dit que l'audio et la voix, c'est le média de l'intime aussi, l'authenticité et de l'intime. Est-ce que justement par rapport à ta vie intime, qu'est-ce que aujourd'hui tu préserves beaucoup de choses? Ouais. Ah oui, j'ai toujours, sur ma vie perso, j'ai toujours bien séparé les deux. Je pense que de toute façon, on travaille. Enfin, alors moi, j'ai beaucoup à la fois d'admiration et de questionnement sur les couples qui travaillent ensemble, parce que personnellement, je suis un peu vieil ours, donc j'ai besoin d'avoir mes moments à moi et rien qu'à moi. Donc même dans une vie de couple, je souhaite avoir mon appartement à moi pour avoir des soirs où tout simplement je ne parle pas. Tu écoutes des podcasts. Je vois personne, ou j'écoute des podcasts où j'écoute plutôt de la musique, où je bouquine. Donc j'ai toujours eu ma vie perso très à part de mon boulot. Oui. Très bien. Est-ce que parlons un peu du futur maintenant. On a passé beaucoup de temps sur le passé et le présent, sur le futur. Est-ce que tu vas revenir dans la vie publique un jour, dans le monde du service public? Je pense que c'est très compliqué quand on a été entrepreneur, comme c'est mon cas depuis une petite année, de revenir dans les lourdeurs d'un groupe corporate, comme on dit dans les expressions. C'est très difficile de s'y projeter. Je veux dire, le rapport au temps est tellement formidable dans une start-up. Il faut imaginer que voilà, on a fini notre levée de fonds il y a 6 mois. C'est très agile, très rapide. Ouais, c'est très rapide. En 6 mois, on a réussi à faire ça. Alors, c'est une version bêta plus, tout ne fonctionne pas hyper bien, donc il faut encore être un peu modeste et en tout cas veiller à améliorer le produit, mais on a réussi à faire ça en 6 mois. Je veux dire, comment dans une grosse structure tu arrives à sortir un projet aussi rapidement? De toute façon, on n'a pas le choix, puisque si on ne bouge pas, on meurt. Et ça, ce rapport au temps, moi qui ai une certaine capacité à m'ennuyer rapidement, j'avoue que là je suis plutôt servi de ce côté-là, et donc le retour en arrière, il est à mon avis pour bien l'instant, compromis. Tu te projettes pas du tout là-dessus. Parce que tu avais un parcours qui te prédestinait à pourquoi pas des postes politiques et tout ça. Non, alors ça pour le coup, on m'a beaucoup posé la question, mais ça m'a jamais trop tenté, parce que je l'ai connu jeune en tant que conseiller, et je trouve en plus qu'aujourd'hui il y a quand même dégradation des conditions de l'exercice des fonctions publiques, où aujourd'hui la moindre chose est commentée et surréagie entre les chaînes d'infos continues, les réseaux sociaux. Enfin, le temps long en politique est devenu quelque chose d'assez
impossible à réaliser, alors que justement il faut avoir cette capacité à se projeter dans le temps long et avoir l'agilité aussi de réagir à chaud, à court terme pour résoudre des problèmes immédiats. Et aujourd'hui, en fait, on n'est que dans l'immédiat. Déjà, il y a 10 ans, quand j'étais au ministère de la Culture, je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à essayer de colmater les brèches, de résoudre les problèmes qui nous tombaient, que dans la projection. Et je pense que ça ne s'améliore pas, qu'aujourd'hui il y a une forme de défiance vis-à-vis des élites, et notamment des élites publiques et politiques, qui moi me fait mal, parce que j'ai trouvé des gens très compétents, très investis, pas des pourris ou des gens, bien sûr il y a des moutons noirs comme dans tout métier, dans toute organisation humaine, mais voilà, on a des fonctionnaires en France qui sont très engagés, très investis. On a des femmes et des hommes politiques aussi. Et aujourd'hui, on a une sorte de traitement, je trouve absolument déplacé par rapport à ce qu'est la réalité de la plupart de ces acteurs publics qui sont effectivement des fonctionnaires, qui sont des élus, et qui a un manque de reconnaissance, une difficulté d'exercer ces fonctions, qui rend, je pense, l'attractivité et l'ambition de pouvoir faire des choses dans ce domaine de plus en plus, en tout cas éloigné, moi, de ma vie. Je me dis, il faut vraiment avoir la foi aujourd'hui pour pouvoir s'engager en politique, parce que tu en prends plein la gueule tout le temps. Quand ça va bien, c'est pas grâce à toi. Quand ça va mal, c'est ta faute. Je veux dire, ça devient très difficile. Très bien. Bon, alors, ce premier podcast, ça s'est bien passé ? Bah ça va pour l'instant, ouais. Il y aura pas trop de retouches au montage. Bon, très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Mathieu. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre fiction Noises, une anthologie où le son est au cœur de toutes les intrigues.